La Silicon Valley a encore pété un plomb. On a eu un festival d'annonces, toutes les plus énormes que les autres. Sam Altman chercherait à lever 7000 milliards de dollars. J'ai d'abord cru que c'était une coquille, même si j'étais en train de lire le Wall Street Journal, je me suis dit quand même, Wall Street Journal, ils ont pété un plomb, ils ont fait une erreur de 3-0. Non. Sam Altman cherche à lever 7 trillions de dollars et on va en parler dans Silicon Carnet cette semaine. Et puis, on a le grand retour de Adam Neumann, le fondateur de WeWork, qui fait son comeback. C'est un peu comme Rocky et il veut racheter WeWork. On va en parler aussi dans Silicon Carnet cette semaine. Et pendant ce temps, pendant que tous ces moguls de la Silicon Valley font des leurs, eh bien, on a le petit peuple qui brûle des Waymo à San Francisco et on va aussi en parler dans Silicon Carnet. Bienvenue en 2024, l'émission commence maintenant. Alors, cette news, je la montre, c'est le Wall Street Journal qui a fait un article qui explique que Sam Altman, le CEO d'OpenAI, chercherait 7000 milliards de dollars. Alors, bien évidemment, il a été voir les Émirats Arabes Unis, bien évidemment, c'est là qu'il a été en premier, mais aussi d'autres potentiels investisseurs. Et son objectif, c'est d'augmenter la production des puces, des chipsets qui sont nécessaires au traitement de l'intelligence artificielle. On sait que Sam Altman, je pense que Kevin, on en avait parlé dans une émission précédente, cherchait absolument à créer ses propres puces. Il y a une véritable pénurie aujourd'hui de chipsets. Il y a un leader sur le marché qui s'appelle Nvidia et c'est de plus en plus difficile d'acheter des puces et des solutions auprès de Nvidia. C'est aussi aussi rare qu'un sac Derby chez Hermès, quoi. On a l'impression. Et ces puces sont devenues un véritable enjeu, une vraie bataille à la fois sur un plan technique, technologique, mais aussi géopolitique. C'est vachement intéressant. Il y a une vraie bagarre qui est en train de se livrer la Chine et les États-Unis et aussi l'Europe. Tu veux nous en parler, Kevin, qui ne reste pas en arrière sur ce sujet-là. Elle essaye de jouer sa carte pour la domination technologique de ces chipsets stratégiques pour l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle, les enfants ? On l'attendait parce qu'au final, c'était déjà la rumeur sur la fond de la crise d'OpenAI à l'époque. C'était Sam Altman essaye de monter un side business de chips, etc. Il a été trouver les investisseurs. Donc, on savait pas le fond de l'histoire de ce truc-là. Maintenant, on sait que c'est 7 trillions de dollars. Donc, en effet, il y en a... ça a dû surprendre quelques-uns au bord d'OpenAI. Non, mais le mec était viré il y a quelques mois, on le rappelle, qu'en fait, il revient pas pour faire tourner les ventilateurs, il est pas là il revient et il cherche 7 trillions de dollars. 7 trillions de dollars, juste pour information, je montre ce tweet qui est assez impressionnant. Avec 7 trillions de dollars, Sam Altman pourrait racheter l'ensemble du marché des puces mondiales. Nvidia est en tête. Nvidia, ça vaut 1,77 trillion de dollars aujourd'hui en bourse. C'est juste n'importe quoi. D'ailleurs, il y a une news qui vient de paraître comme quoi la valorisation, la capitalisation de Nvidia dépasserait l'ensemble du stock market de Hong Kong, quoi. Donc c'est hallucinant. Ouais, ils ont dépassé Alphabet aussi en termes de market cap. Ils ont dépassé Alphabet, effectivement. Ils sont en train de péter une durite, Nvidia. Je sais pas si vous avez acheté du Nvidia. Mais la progression de Nvidia ces derniers mois en bourse est juste colossale. Donc avec 7 trillions, il rachète l'ensemble du marché. Il rachète Nvidia, il rachète TSMC, il peut racheter Broadcom, et même il lui resterait encore du pognon pour éventuellement même racheter Facebook, s'il voulait, quoi, en fait. Il pourrait même racheter Meta et faire. Donc Gary, est-ce qu'on est dans du délire là, ou quel est le rationnel derrière cette déclaration de Sam Altman? Je pense que c'est délirant au niveau du montant, c'est pas délirant au niveau de la stratégie. Les chips, c'est vraiment le nouvel or noir. C'est vraiment ce qu'il faut sécuriser maintenant pour pouvoir contrôler une partie du monde dans les années qui viennent. Et donc, en fait, il se dit, voilà, sa plus grosse contrainte, c'est ça. Il va trouver une solution pour couvrir sa contrainte.
Alors, stratégiquement, c'est super intelligent. Après, voir comment il le met en place et effectivement lever cet argent-là, je pense qu'il est fort pour lever de l'argent, mais lever ce montant-là, ça va être un petit peu compliqué quand même. Quand on entend les start-upers se glosser qu'ils ont levé 5 millions ou 10 millions, c'est ça qui est taré dans la Silicon Valley, c'est que on a un Elon Musk qui nous dit I'm going to Mars, et puis on a un Sam Altman qui dit I'm going to raise, $7 trillion. Et là, tu te dis, toi, t'es un petit entrepreneur dans ton coin, et tu te dis, mais moi, qu'est-ce que je fais, moi? En fait, moi, je suis une merde sur une pelle en bois. Parler de son frère aussi, Jack Altman, qui est très famous, très successful. Il venait d'annoncer qu'il a levé 150 millions pour son nouveau fonds, Alt Capital. Et il a fait un tweet qui est très drôle, qui dit, Sam, can you just let me have some fundraising news for like 1 week? You need to chill. C'est exactement ça. Il a même pas de compassion pour son frère. Il s'en fout. Non, mais c'est dingue. La Silicon Valley mène un train d'enfer. C'est ça qui est taré. Et on le dit souvent, la problématique c'est pas l'argent. On a l'impression que l'argent est une absolue commodité. C'est assez indécent pratiquement de voir des montants pareils et de voir que des gens. J'ai écouté Joe Rogan l'autre jour qui expliquait, ou je sais pas si c'était Joe Rogan ou c'était peut-être quelqu'un d'autre qui a montré. Non, c'était un journaliste qui expliquait que dans le cadre de l'investigation de la SEC sur Elon Musk avait été obligé de montrer les conversations qu'il avait avec d'autres entrepreneurs et investisseurs de la Silicon Valley. On a découvert les messages qu'il envoyait à Marc Andreessen en disant je vais racheter Twitter, et c'était des messages hyper laconiques où en gros il dit t'es prêt à investir combien, et t'as un Marc Andreessen qui répond 250 millions, mais sans aucun autre message quoi. Il envoie un message à Larry Page chez Oracle, il lui dit je vais acheter Twitter, are you in? Yes. How much can you put? No more than $1 billion. Ma limite c'est 1 milliard, mais vas-y Coco. Et c'est dingue de voir et de voir qu'en fait tu vois il y a pas vraiment de discussion stratégique, il y a pas de grosses réflexions, il y a pas de deck, il y a pas de, c'est juste petit meurtre entre amis. Il y a une véritable aristocratie dans la Silicon Valley avec beaucoup d'argent. Et ça s'échange sous forme de SMS des millions et des milliards de dollars, quoi. C'est dingue. Parce que ta levée de fonds, c'est pas passé comme ça, Carlos. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, je ne fais pas partie de ce cercle, malheureusement. Bon, l'industrie du semi-conducteur, comme tu dis, Gary, c'est vraiment le nouvel Eldorado. On va essayer de comprendre un petit peu quelle est cette industrie. Kevin, tu t'es intéressé un petit peu à ça. Moi, je suis pas un expert sur le truc, mais j'ai trouvé des infographies assez intéressantes. Je montre là la chaîne de valeur de l'industrie du semi-conducteur. Alors, vous voyez, c'est très très simple. Hein. Regardez, comme vous le voyez, c'est très simple. Il y a plein d'acteurs. C'est assez bien organisé. Je vous montre surtout la deuxième infographie qui est plus simple. Où en gros, si je comprends, et dis-moi Kevin si je me trompe, au centre, on a ce qu'on appelle des foundries, qui sont ces sociétés qui fabriquent les chipsets physiquement, quoi, en fait, qui sont les vrais industriels de la chose. À gauche, on a les equipment manufacturers, qui en gros fabriquent les pioches et les pelles, c'est-à-dire qui vendent des appareils pour fabriquer les chipsets. Et puis à droite, et ça semble être là d'ailleurs la catégorie la plus valorisée, c'est ceux qui designent les chipsets, c'est-à-dire ceux qui programment ces chipsets, ces semi-conducteurs, et qui les spécialisent par exemple sur l'intelligence artificielle, comme un acteur comme Nvidia. Et puis on a des gens qui font un peu les deux, qui sont à la fois foundries et aussi fabless companies, comme Intel ou Samsung. Explique-nous un petit peu mieux ce truc-là, Kevin, que les gens comprennent cette industrie. Le modèle original, c'était à la fois des designers et des foundries, donc typiquement Intel, qui du coup avaient leur IP et achetaient des machines pour produire leur IP. Donc le seul truc qu'ils avaient en externe, c'est ce qui est sur ton schéma, c'est du software, mais généralement en plus ils le surchargeaient ce software avec leur propre partie de software, donc c'était vraiment une plateforme de manufacturing, mais derrière ils avaient énormément de choses. La nouveauté, ça a été des Nvidia qui ont décidé dès le début de ne pas avoir de
de construction de chips, et ils se sont basés sur des foundries qui existaient, qui normalement étaient pour des semi-conducteurs de plus bas niveau. Tu vois, Intel, ils font du CPU qui était un peu le Graal, tu vois, à l'époque. Pour des serveurs ou des ordinateurs personnels. Voilà, etc. Et donc c'est un modèle qui est apparu avec AMD, avec Nvidia, qui ont décidé, tu vois, de faire juste du design, etc., qui ont été super compétitifs sur les prix du coup. Et Qualcomm aussi. Hein. Ouais, plus tard, mais sur des chips qui étaient vraiment chers. Pour AMD, c'était aussi des processeurs, ça a été aussi des cartes graphiques et des GPU. Et donc Nvidia est arrivé par-dessus aussi. Donc c'est un modèle hyper intéressant où il y a vraiment les deux. Moi je veux mettre le point aussi sur tu disais la pelle et la pioche, mais alors on est sur un niveau de pelle et pioche. C'est le summum de notre compréhension physique et d'ingénierie aujourd'hui. C'est des machines qui valent des centaines de millions de dollars. La machine. Et donc même les plus grosses presses métalliques pour construire des voitures, etc., qui sont des trucs dingues. On n'est pas du tout sur les mêmes ordres de prix, quoi, les mêmes ordres de grandeur et de prix. C'est des machines qui fonctionnent que dans des environnements hyper spécifiques. Il faut des environnements complètement clean, etc. Donc c'est vraiment complètement dingue. Tu parles du coup de cette chaîne de valeur, etc. Mais alors le procédé industriel, si on peut passer 5 minutes là-dessus, en tant que gros geek, qui quand même apprécier la précision. Vas-y. 5 minutes c'est long, je te laisse 1 minute. Une minute, en 1 minute. Non mais en gros pour apprécier quand même la complexité du système, c'est que on est sur une base. Je sais pas si vous connaissez comment ça s'appelle, la gravure chimique. C'était utilisé par exemple à l'école de Nancy. Si vous connaissez les vases dômes, galets, etc. Bien sûr. C'était on ne fait que ça. Moi le week-end je grave chimiquement des trucs. C'est simple. Tu fais des dessins avec du goudron sur du verre. Tu plonges ton bocal en verre dans ton vase en verre dans de l'acide, ça attaque ton verre, tu retires le goudron et t'as un joli dessin. En fait, ton vase ne s'est pas fait attaquer à l'endroit où il y avait le goudron, et puis t'as des jolis dessins qui sont comme ça. Bon, tu pousses ça avec 100 ans de technologie, et on fait la même chose où on imprime sur du silicone le dessin que tu veux aller graver de ton CPU pour le plonger soit dans un acide, soit avec des gaz, etc., pour aller effectivement creuser ces trous et ces canaux, etc. Ça, c'est juste une partie de l'équation de tout ce truc-là. C'est une chaîne de construction qui est gigantesque. Ce truc-là. Et ça, c'est les fonderies qui font ça? Dans les fonderies, ça arrive avec des machines qui s'appellent du coup des machines de lithographie. Donc là, on parle de extreme ultraviolette lithographie, qui ont des problèmes physiques gigantesques parce qu'il se trouve que à la petitesse où on fait ces choses-là, les photons, ils se déplacent avec. On sait que la lumière, c'est à la fois des particules, mais à la fois aussi des ondes. Et donc les photons se déplacent sous un format d'onde. Et donc en fait, tes sillons que ça creuse quand tu fais ta lithographie, les sillons que ça creuse, ils sont plus droits à une certaine échelle. Ça fait des petites vagues. Donc du coup, ça crée des courts-circuits quand tu fais ton truc. Donc on doit inventer un nouveau système pour corriger le fait que ça fait que la lumière fait des vaguelettes, etc. C'est un délire de complexité. Donc ça, c'est des machines qui coûtent juste la machine là coûte des centaines de millions de dollars. Et il y a c'est simple, il faut avoir un silicone wafer. Donc là, c'est compliqué à faire. Il faut déposer les différentes couches de silicone qui sont la partie semi-conducteur. C'est des alliages de silicone et d'autres choses qui font les semi-conducteurs. Il faut faire un enrobage d'isolant, du coup, qui se fait lui attaquer par le système de lithographie. Derrière, il faut du coup faire la gravure chimique. Après, il faut comment ça s'appelle, doper, je crois. C'est on met des ions, on balance des ions dessus, et enfin on va les découper, le mettre sur avec ses petits connecteurs, etc. Son petit système de connecteurs, et lui mettre un heat shield. On est à 7 étapes. À chacune de ces étapes, c'est des machines qui coûtent des centaines de millions, qui sont dans des environnements stériles, qui demandent évidemment une ingénierie, une R&D complètement dingue. Mais les personnes qui sont spécialistes dessus, le problème, c'est même pas, on dit, 7 trillions, ça paraît énormément d'argent, mais en fait, la problématique, elle est pas simplement une problématique d'argent, c'est que, comme tu le dis, il y a besoin d'ingénieurs pour faire ça, qui sont ultra qualifiés, et il y a une vraie pénurie. C'est-à-dire qu'on peut mettre 7 000 milliards de dollars sur la table, mais je suis pas certain qu'on ait les gens qualifiés. Et si tu mets 50 milliards, parce que tu dis, la machine, elle coûte 700 millions, il y en a 7, plus faire le bâtiment, et puis tu ramènes des gens,
En fait, tu peux pas commander des machines. Il n'y a pas assez de fabricants de machines. Il n'y a pas assez de silicone. Il n'y a pas assez d'ingénieurs pour le faire. Donc, en fait, c'est une industrie complète qu'il faut mettre en branle pour multiplier par autant le truc. Donc, les 7000 milliards, en fait, ils deviennent réalistes parce c'est hyper pénuriste et il faut attirer beaucoup plus de gens. Il faut mettre en marche à plusieurs niveaux des choses qui ne sont pas du tout en marche, qui sont pas juste une petite réglette à pousser parce que c'est le summum de la technologie qu'on fait aujourd'hui. On s'en rend pas compte qu'on a ça dans la poche, mais on a ça dans la poche. Et c'est sans parler en plus du fait qu'une fois que tu as tes chips, tu peux encore trouver tes ingénieurs intelligence artificielle qui se trouvent pas facilement pour le moment pour développer après du software dessus. Donc non seulement tu as déjà des chips, mais en plus même trouver les ingénieurs qui font le software pour l'AI, pour le moment ça se trouve pas facilement et c'est très cher. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans cette fabrication, c'est quand même la taille de ces. Là, on parle de nanomètres. C'est super impressionnant de voir comment c'est fabriqué. L'autre truc qui m'étonne quand même pas mal, je pense qu'on en parle pas beaucoup et pourtant c'est très très réel, c'est qu'au final, quand tu regardes une des foundries, c'est TSMC, donc TSMC, ils sont basés à Taïwan. Bien sûr. C'est étonnant on comprend l'enjeu géopolitique de la chose. Très important. C'était déjà très important avant. Maintenant, ça devient vraiment, vraiment stratégique de s'assurer que, en tout cas, ici, c'est une des foundries qui est une des plus grosses. Si tu sécurises TSMC, tu te retrouves avec quand même un bon contrôle sur le futur du monde, quoi. Ouais. Et justement, je me posais la question en préparant cette émission. J'ai pas eu le temps de vérifier. De trouver la réponse à ça, peut-être que vous la connaissez. Pourquoi est-ce que Taïwan, historiquement, est en tête sur cette industrie-là? Pourquoi cette île au large des côtes de la Chine s'est retrouvée historiquement leader de ce sujet? Vous le savez? Aucune idée. Aucune idée? Non. On va chercher. On va chercher. On va chercher. Sachant qu'il y a beaucoup de recherches qui étaient faites au Japon sur les semi-conducteurs, quand même, les Japon pendant été très très longtemps très en avance là-dessus. Donc il doit y avoir forcément une proximité géographique, plus des investissements américains ou des choses comme ça à côté qui se sont atterris à Taïwan, connaissant le protectionnisme japonais. Oui, mais quand on connaît la situation politique et géopolitique de Taïwan, on se dit c'est quand même très con d'avoir foutu ça à Taïwan, parce qu'on sait que la Chine veut récupérer Taïwan depuis déjà des années, puisqu'elle considère que Taïwan fait partie de la Chine. Alors d'aller avoir foutu cette industrie à Taïwan, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais c'est vrai que le Japon, il y a encore des sociétés japonaises effectivement très à la pointe d'ailleurs sur ce sujet-là, et des vieilles sociétés comme Nikon ou Hitachi, ou des boîtes comme ça japonaises qui continuent de leader en fait ce sujet. En tout cas, on comprend la nature stratégique et on va le voir. Sam Altman, c'est intéressant, il va aller discuter avec les Émirats Arabes Unis parce que, comme tu dis, Gary, ces semi-conducteurs et ces chipsets deviennent le nouvel or noir. Maintenant, c'est un or bleu si on considère que le silicium est bleu, et que bien évidemment ça participe de la transition stratégique de ces pays vers le nouvel or noir, quoi, en fait, qui sont les semi-conducteurs. Et que ces pays en plus ont l'habitude de créer des organisations pour contrôler un marché, vu qu'ils ont créé l'OPEC. Et ici, en fait, quand il réfléchit bien, s'il arrive à créer une organisation qui regroupe des corporates, donc des grosses sociétés, des VC probablement, et probablement des pays aussi, parce que je pense que les US ont tout intérêt à participer dans ce que Sam Altman est en train de faire, on va se retrouver avec un genre de OPEC pour les chips. Donc c'est assez intéressant à voir, parce que c'est très intelligent, c'est super stratégique, et par contre la grande question c'est est-ce qu'on va pas se retrouver vers une guerre de cartels, où au final il va y avoir un groupe, j'imagine, chinois et autres, contre le groupe américain, au niveau de la sécurisation de la fabrication de chips et de l'utilisation de ces chips pour de l'AI. À suivre, ça va être super intéressant. Eve, sur un plan du marché, là je montre la valorisation, la market cap des principaux acteurs de ces semi-conducteurs, donc Nvidia en tête, et on retrouve le nom de TSMC, Broadcom, Samsung, etc., etc. C'est un marché qui est en pleine croissance. Je montre ce graphique aussi qui montre le taux de croissance annuel en fait de ces boîtes-là, c'est juste absolument colossal. Quand on regarde Nvidia, la progression de Nvidia sur les 5 dernières années, c'est plus 1715%, de multiplication par 170. Si vous aviez mis 100 balles sur Nvidia il y a 5 ans,
vous êtes riche aujourd'hui. Ce qui fait plus mal encore, c'est qu'en fait, quand tu regardes tout, chacun de nous, on était tous gamers, je pense, à un moment ou à un autre. Et à l'époque, il y a 30, je dirais, on va dire, il y a 25 ans, on était tous en train de se dire, putain, il faut acheter la dernière carte graphique Nvidia. Non, on prend une AMD, etc. Et puis, mais maintenant, en fait, on aurait mieux fait d'acheter des stocks Nvidia plutôt que d'acheter des cartes graphiques Nvidia. Eve, est-ce que vous avez monté un ETF sur... je te dis ça parce que moi, je l'ai fait dans mon petit portefeuille de stock. Je me suis créé cette semaine un petit ETF perso, quoi, en fait, semi-conducteur, avec quelques portefeuilles. Non, mais ça vaut le coup d'investir sur ce sujet-là? Bah oui, c'est vrai, on voit beaucoup de gens qui investissent dans Nvidia parce que quand t'avais, même l'année dernière, si t'avais investi $1,000 dans Nvidia, aujourd'hui, t'aurais $3,208. Donc, t'as un 3x return en juste un an. Ce qui est énorme. Et il y a 5 ans, ton $1,000 aurait été $18,569. Ce qui est unheard of. Donc voilà, donc on a beaucoup de Gen Z qui viennent et qui s'achètent et qui se créent des propres baskets par eux-mêmes. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on va faire par nous-mêmes aussi pour à l'offrir comme une des main strategies chez Alinea. C'est pas juste une annonce à la Musk, hein. Le projet de Sam Altman, effectivement, il est très très sérieux. Moi, je suis rentré un petit peu dans le détail de ce projet. Il est en train de faire les trucs. C'est pas juste une annonce comme ça dans la presse, hein. Il est en train de voyager. Il se trimballe. Il fait le Tintin là. Donc, il était effectivement aux Émirats Arabes Unis où il a rencontré Sheikh Tanoun bin Zayed Al Nahyan. Ce nom vous dit peut-être rien, mais en tout cas, c'est le plus haut responsable de la sécurité des Émirats. C'est le frère du président, hein. Mohamed bin Zayed Al Nahyan, donc il est aussi le patron d'un fonds qui est en pleine expansion et c'est aussi le président du fonds souverain des Émirats Arabes Unis. Donc il parle d'Abu Dhabi, pardon. Il parle effectivement aux bonnes personnes. Il a été aussi rencontré Masayoshi Son, qu'on connaît bien, qui est PDG de SoftBank. On va en reparler tout à l'heure avec Adam Newman. C'est pas complètement con parce que Masayoshi Son, c'est un il est très proche de Taïwan et un des investisseurs aussi dans TSMC. Donc on voit qu'il est en train de parler aux bonnes personnes. Et comme tu le dis, Gary, il parle aussi avec les États-Unis. Il aurait rencontré le secrétaire d'État au commerce Gina Raimondo, parce que bien évidemment, il y a des vraies discussions politiques et géostratégiques par rapport à ça. On rappelle la valorisation d'OpenAI, hein, c'est $100 milliards aujourd'hui. Donc ça paraît plausible en fait. C'est pas juste un effet d'annonce, hein. Il y a une très bonne série Titans That Built America. Et c'est sur l'histoire de Boeing, sur l'histoire de JP Morgan et des choses comme ça. Super intéressant ces 3 épisodes, vraiment ça vaut le coup d'être regardé. Et on se retrouve un peu dans la même optique où tu te retrouves avec des industriels qui sont très très bons et qui doivent répondre à une demande. Par exemple, dans le cas de Boeing, c'était une demande d'avion pour la guerre. Et ils se sont arrangés pour le faire. Ils ont réussi à le mettre en place, des choses qui étaient absolument impossibles. Ils ont réussi à le mettre en place pour gagner la guerre. Ici, au final, la guerre, c'est la guerre de l'AI, ou c'est la course de l'AI pour le moment. C'est pas encore une guerre, on va dire. Et en fait, il va se retrouver avec des industriels. Lui, c'est le leader, et puis il va essayer de retrouver des gens qui vont pouvoir l'aider à réaliser ses rêves. Donc, historiquement, ça a déjà été fait, pas à ce niveau-là, avec ce genre de somme-là. Mais c'est pas impossible qu'il y arrive. Par contre, ce qu'il y a quand même derrière, c'est que je pense qu'il y a un énorme intérêt stratégique pour les US. Et donc, à quel point ils vont s'intéresser là-dedans, à quel point il faut aller négocier, parce qu'au final, tu t'associes avec les US, mais avec d'autres pays qui sont pas forcément très proches des US. Comment tu gères ça? Comment tu gères ça behind the scenes? Ça va être très compliqué. C'est intéressant parce que quand j'ai lu ça et que j'ai commencé à analyser le move de Sam Altman, je me suis dit, en fait, c'est un énorme coup de bluff. Et je me suis dit, il fait ça juste pour faire bouger Nvidia, quoi. Parce que je pense qu'il est en train de demander des trucs à Nvidia et qu'il n'est pas en train de les obtenir. On se rappelle aussi que Meta et Zuckerberg a annoncé qu'ils allaient acheter pour je sais plus combien de milliards de dollars de chipsets à Nvidia. Et comme il y en a pas beaucoup, je me suis dit, en fait, c'est juste un coup de bluff pour que de la part de Sam Altman, ça serait très futé d'ailleurs, pour essayer de mettre la pression un petit peu sur Nvidia en lui disant, écoute, si tu veux pas me vendre tes chipsets, il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire un conglomérat international et on va te niquer, en fait. On va te niquer, toi, Nvidia. Ça, j'y crois pas trop, moi. Parce que je pense qu'en fait, la stratégie vient de 2 modèles de pensée différents. Je pense que Jensen Huang, il est en train de se faire un max de pognon.
et il se dit je peux faire ça tout seul. Et Sam Altman, il fait aussi un max de pognon, mais par contre je pense que Sam Altman, il est en train de quand même se rendre compte à quel point l'impact de l'AI sur le monde est gigantesque. Et en fait, je pense que Jensen Huang, lui, il se dit bon, je vais, tu vois, banker sur, je vais réussir à vraiment gérer la demande, croître mon entreprise, etc. Mais je suis pas sûr qu'il pense vraiment à l'impact sociétal. Tandis que Altman, il est à fond dessus, il comprend exactement ce qui va se passer. Il en a assez peur, d'ailleurs. Il parle pas d'avoir peur de Terminator ou quoi que ce soit. Il a peur de petits changements sociétaux qui vont arriver via l'AI et qu'il faut gérer d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est du coup comme ça qu'il voit le plan, c'est qu'il se dit ok, moi je dois en tant que visionnaire et en tant que personne qui voit ce qui va se passer dans le futur sur l'AI, je dois créer ce groupe pour pouvoir gérer les conséquences.